Qu'est-ce que tu dirais d'un jeu qui dure 25 heures, auquel tu jouerais chaque semaine et qui pourrait se jouer n'importe où dans le monde? Ce jeu, que des millions de personnes pratiquent depuis presque 2000 ans, c'est le Shabbat. Et si tu ne sais pas ce que c'est et que tu es quand même arrivé ici, c'est que tu es curieux ou curieuse. Et c'est parfait, parce que c'est le bon état d'esprit pour entrer dans cette vidéo. On dit souvent qu'il vaut mieux éviter de parler de politique, d'argent ou de religion quand on veut qu'un repas se passe bien. Sauf que, tu t'en doutes, le problème ne vient pas de ces sujets-là en soi, mais de la façon que nous avons d'en parler avec les autres. S'il y a bien un seul problème, c'est notre façon de communiquer. You understand me, sir? No, shut up! Shut the fuck up! Mais comme ça se passe très bien entre nous depuis le lancement de cette chaîne, on va pouvoir sereinement aborder, par le prisme du jeu, des sujets plus inattendus, comme par exemple la religion. Il se trouve que j'ai récemment été amené à m'intéresser à une religion et à une culture que je connaissais relativement peu, le judaïsme. Pour ma part, soyons transparents, je suis athée depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Mais ayant passé une grande partie de ma vie entre la France et l'Algérie où j'ai grandi, j'ai surtout été familiarisé avec le christianisme et l'islam, pour ne parler que des grands monothéismes. Mais dans le judaïsme, il y a une tradition qu'on appelle le Shabbat et qui m'a très vite intrigué parce que j'y ai retrouvé une structure avec laquelle je suis familier, celle du jeu. Et plus j'en apprenais sur le Shabbat, plus j'avais envie de creuser cette intuition. Alors si tu n'es pas familier de cette culture, ce qu'on appelle le Shabbat est un jour très particulier pour les Juifs. Pendant environ 25 heures, du coucher du soleil le vendredi à celui du samedi, à quelques dizaines de minutes près, les personnes qui observent le Shabbat respectent un ensemble de règles très précises et relativement contraignantes. Bien sûr, le Shabbat ne tourne pas uniquement autour de ces règles dont on va parler ici. On retrouve aussi pendant le Shabbat des rituels, des prières, des visites à la synagogue. En fait, c'est un jour surtout qui vise à se ressourcer, à prendre du temps pour soi, pour sa famille ou sa communauté. On résume souvent le Shabbat en disant « c'est le jour où les Juifs ne travaillent pas ». Sauf que d'abord, tous les Juifs ne font pas le Shabbat et que surtout, c'est un petit peu plus subtil que ça. Notamment parce que ça veut dire quoi le travail? C'est quand la dernière fois que toi tu t'es posé cette question? Est-ce que le travail c'est juste faire quelque chose qui rapporte de l'argent? Est-ce que c'est faire des vidéos bénévolement pendant que YouTube gagne de l'argent? Ça c'est du travail? Est-ce que déménager l'appartement d'un ami c'est du travail? Est-ce que s'occuper de son jardin c'est du travail? Est-ce que s'occuper de ses enfants c'est du travail? Tu vois que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et toute la mécanique du Shabbat repose justement sur la réponse à cette question. Et c'est là que le jeu commence. Bienvenue dans le miroir des jeux. Le judaïsme est une tradition vieille d'environ 3000 ans. Une tradition qui a produit un système de règles d'une grande richesse et d'une grande sophistication. Les règles alimentaires, les rites, les prières, les fêtes, les règles de filiation, etc. Comme dans d'autres religions, c'est un système avec lequel la communauté religieuse apprend à vivre et avec lequel on peut bien sûr composer avec plus ou moins de rigueur. Et c'est à l'intérieur de cet ensemble qu'on trouve le Shabbat. Et c'est lui spécifiquement que je vais regarder aujourd'hui à travers le prisme du jeu. Alors j'en profite pour préciser que je ne cherche pas dans cette vidéo à dire que la religion serait un jeu, au sens où elle serait frivole et sans conséquence. Au contraire, le jeu, tel que je l'entends sur cette chaîne, ne s'oppose pas au sérieux. Il est en prise avec toutes les facettes de la société. Le jeu, c'est aussi une manière particulière d'habiter un ensemble de règles, de donner du sens à ses actions à l'intérieur de ce cadre. Le judaïsme est donc le monde dans lequel se joue ce que j'appelle le jeu du Shabbat. How come you don't roll on Saturday, Walter? I'm Shomer Shabbos. What's that, Walter? Yeah, and in the meantime, what do I tell Lebowski? Saturday, Donnie, is Shabbos, the Jewish day of rest. That means I don't work. I don't drive a car. I don't fucking ride in a car. I don't handle money. I don't turn on the oven. And I sure as shit don't fucking roll! Sheesh. Shomer Shabbos! Le cœur du Shabbat repose sur ce que la tradition appelle les 39 Melakot. 39 catégories d'activités interdites pendant le Shabbat. Alors pourquoi 39 et pas 42? Eh bien ce nombre ne sort pas de nulle part. La Torah, le texte fondateur du judaïsme, ordonne de se reposer le 7e jour. Mais elle ne dit presque rien de ce qu'il faut entendre par le travail par opposition au repos. La tradition rabbinique a donc cherché un système d'interprétation et ils se sont tournés vers un autre passage célèbre de la Torah, la construction du tabernacle. Et non, ce n'est pas une expression québécoise. Le tabernacle était en fait un sanctuaire démontable, une sorte de temple mobile que les Hébreux utilisaient pendant leur traversée du désert
après leur fuite d'Égypte et avant leur installation en terre d'Israël. Puisque la Torah décrit minutieusement tout ce qu'il faut pour construire et faire fonctionner ce sanctuaire, les autorités rabbiniques, qui d'ailleurs ne sont pas toujours toutes d'accord entre elles, ont progressivement considéré que ces actions constituaient une bonne définition du travail. Ils ont alors listé toutes les actions physiques que ça impliquait: semer, récolter, tisser, écrire, allumer du feu, transporter des objets, etc. Et ils sont arrivés à 39 familles d'actions qui sont devenues les interdits du Shabbat. On y retrouve par exemple tout un cycle autour du pain, parce que bien sûr, il fallait fabriquer ce pain pour se nourrir et déplacer le tabernacle. Donc ça touche à des actions comme labourer, moissonner, semer, cuire. Une autre encore autour des activités liées à la construction, à réparer, détruire, allumer un feu, ou encore transporter un objet du domaine privé vers un domaine public. Alors moi, quand j'ai découvert cette répartition en classes d'activités, j'ai cru que j'étais face à un arbre technologique dans un jeu de société. Clairement, j'étais en mode colon de Catane ou à construire ma base dans Age of Empires. Mais en fait, il n'y a rien de mystique là-dedans, c'est juste que ça correspond au métier de l'Antiquité. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Dans le judaïsme, un contrat, qu'on appelle l'alliance, est passé entre Dieu et les hommes. Et comme un vrai patron, Dieu donne les grandes lignes et trace le cap, mais il confie aux humains la responsabilité d'interpréter et d'appliquer ces directives. Et si le commandement à respecter le 7e jour est très ancien, les règles du Shabbat telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui ne sont pas tombées du ciel d'un seul coup. En fait, la liste des 39 Mélakot est plutôt fixée, semble-t-il, autour de l'an 200 après Jésus-Christ. Et à partir de là, les générations successives de rabbins ont cherché à préciser l'application de ces règles à des situations nouvelles. Le texte d'origine n'a donc pas bougé depuis sa création, mais le monde autour de lui s'est un petit peu transformé. Du coup, dans quelle catégorie mettre une invention qui n'existait pas à l'époque? Comment on fait avec les nouvelles technologies par exemple? Eh bien, on en discute. Et c'est précisément ce que fait la tradition rabbinique depuis près de 2000 ans. Débattre, argumenter, chercher à comment harmoniser ces 39 catégories avec des situations toujours nouvelles. En fait, on assiste véritablement depuis près de 2000 ans à une adaptation des règles du jeu. Alors pour que tu te fasses une petite idée de la profondeur de ces règles, je vais juste te mettre un petit extrait d'une chaîne consacrée au sujet. Si on met des noix dans un mortier et que l'on pile avec un pilon, c'est comme ça que l'on moud en général. Eh bien sachez que le Shabbat, si jamais on procède à 2 changements dans la façon de procéder, à savoir utiliser le manche d'un couteau à la place du pilon et utiliser notre assiette en guise de mortier, eh bien ce sera permis de moudre le Shabbat, par exemple des noix ou des amandes. L'explication est la suivante. Le premier changement fait que l'interdit de la Torah se transforme en interdit d'ordre rabbinique. Et le deuxième changement que l'on applique, eh bien, fait que cet interdit d'ordre rabbinique devient complètement permis. Tu commences peut-être maintenant à te rendre compte du raffinement de ce jeu qui se joue, je le rappelle, dans la vie quotidienne. C'est ce qui en fait son originalité et sa complexité. Prenons par exemple l'électricité, dont la domestication se fait au cours du 19e siècle. Tu es chez toi, tu veux allumer la lumière en appuyant sur un interrupteur. Ça va donc produire une étincelle. Et beaucoup d'autorités rabbiniques considèrent donc que cette action relève directement ou indirectement de la catégorie allumer un feu. C'est donc interdit pendant le Shabbat. Et par extension, c'est aussi le cas pour allumer un ventilateur, une télévision ou utiliser ton téléphone. L'une des règles du jeu du Shabbat est donc de se passer totalement pendant 25 heures de tout ce qui pourrait mobiliser l'électricité. Mais c'est encore un petit peu plus subtil que ça. Parce que la vraie question n'est pas est-ce que ça utilise de l'électricité, mais qui est à l'origine de l'action. Parce que pendant le Shabbat, on doit éviter d'être celui qui déclenche le phénomène. Mais on peut tout à fait profiter d'un dispositif qui a été préparé avant le début du Shabbat. On peut par exemple profiter du feu s'il y en a déjà un qui brûle. Et c'est pour ça que beaucoup de familles programment à l'avance l'allumage automatique des lumières ou de plaques chauffantes pour réchauffer un plat. Le dispositif électrique est là, mais je n'ai pas été sur le temps du Shabbat celui à l'origine de son déclenchement. C'est la même logique avec les ascenseurs par exemple, puisque appuyer sur un bouton pose un problème. Mais certains immeubles situés dans des quartiers très pratiquants disposent d'un ascenseur de Shabbat qui s'arrête automatiquement à tous les étages et dont la porte s'ouvre sans qu'on ait besoin d'appuyer sur le bouton. Et si tu pensais que c'était facile, attends, c'est un petit peu plus délicat. Les détecteurs de mouvement, par exemple, c'est assour ou moutard, comme on dit en hébreu, interdit ou permis? Est-ce que c'est OK de passer devant un capteur et de provoquer automatiquement l'allumage d'une lumière? Est-ce qu'il s'agit d'un bénéfice recherché ou d'un effet secondaire inévitable? Est-ce que la réponse d'ailleurs est différente si tu es chez toi, à l'hôtel ou dans un espace public? Selon les autorités rabbiniques et les situations, les réponses et donc les règles peuvent varier. Mais du coup, attends,
Est-ce que tu peux monter dans un tramway et te déplacer dedans si tu n'appuies pas sur le bouton pour ouvrir les portes? Parce qu'on pourrait se dire qu'entre un ascenseur qui s'arrête à tous les étages et un tramway qui s'arrête à toutes les stations, il n'y a pas réellement de différence, non? Comme tu le vois, l'interprétation de la règle en vue de son respect est donc au cœur du jeu du Shabbat. Le jeu, c'est aussi de construire les règles que l'on va ensuite respecter. Parce que justement, il n'y a pas qu'une seule façon de faire le Shabbat. Et d'ailleurs, en réalité, il y a assez peu de personnes qui respectent intégralement les 39 Mélakot. Et c'est pas un souci, le jeu existe simplement avec différents niveaux de difficulté. Parce que là, l'exemple qu'on a pris de l'électricité, c'est qu'un élément assez important, mais un seul élément d'une catégorie, et donc il faut que tu imagines ça x 39. Je peux te dire qu'on atteint rapidement le niveau hardcore. Mais au-delà des contraintes à respecter, le but du jeu, c'est quand même de continuer à vivre. Le Shabbat est aussi là comme un temps fort dans la semaine dans lequel on peut se ressourcer, retrouver sa famille et surtout déconnecter un petit peu de la frénésie du monde moderne. Le Shabbat, c'est un petit peu ce type de jeu qu'on appelle parfois les jeux infinis, des jeux dans lesquels il n'y a pas de perdant ni de gagnant, surtout des jeux qui n'ont pas vraiment de fin, parce que le but, c'est surtout de continuer à jouer. Du coup, dans cette perspective, réussir à contourner une contrainte sans jamais enfreindre les règles, ce n'est pas de la triche. Au contraire, dans la tradition rabbinique, c'est une faculté largement valorisée. C'est une façon de prendre au sérieux le jeu et ses règles. On est presque dans du droit constitutionnel appliqué à la vie quotidienne. Et comme j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo avec le jeu du foot, n'importe quel jeu se construit avec les joueurs qui cherchent à en faire le maximum à l'intérieur de ce qui est autorisé par les règles. Et c'est comme ça qu'un jeu évolue et se perfectionne. Alors tu te doutes qu'après 2000 ans d'équilibrage et d'ajustement du Shabbat, on est face à un jeu plutôt solide. Alors vu de l'extérieur, toutes ces règles te paraissent peut-être arbitraires, voire absurdes. Mais regarde autour de toi, quelle règle du jeu, de n'importe quel jeu, n'est pas tout aussi arbitraire et absurde? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de lancer un cube avec des petits points dessus pour savoir le nombre de cases sur lesquelles je dois déplacer un pion? Pourquoi est-ce que je n'ai le droit d'utiliser que mes pieds pour déplacer un ballon et lui faire traverser une ligne blanche entre deux poteaux? Évidemment, on n'a pas la même réaction face à un jeu que face à une pratique inscrite dans une tradition religieuse. Et c'est dommage, parce que ça nous éviterait pas mal de malentendus. Pour un esprit qui cherche avant tout à expliquer le monde de manière rationnelle, le premier réflexe, c'est souvent de raisonner en termes de logique ou d'efficacité. Alors oui, le Shabbat n'est clairement pas le moyen le plus efficace d'opérer dans la vie, mais c'est peut-être justement tout son intérêt. En fait, c'est là qu'un regard de game designer sur le Shabbat permet de poser une autre question intéressante. Qu'est-ce que cet ensemble de règles produit comme expérience? Parce qu'une règle est toujours, dans une certaine mesure, conventionnelle. Même lorsqu'elle répond à un contexte historique ou à un objectif précis, comme par exemple la limitation de vitesse ou l'obligation de conduire à droite, la règle aurait souvent pu être formulée autrement. C'est d'ailleurs bien pour ça que dans des pays, on roule à gauche. Mais au lieu de se focaliser sur les limitations qu'imposent les règles, ce qui est intéressant, c'est d'observer en retour les possibilités qu'elles font naître. Autrement dit, ce que le jeu fait émerger. La particularité du jeu du Shabbat est de se jouer dans la vie de tous les jours. C'est un jeu dont le support est notre propre vie. Il brouille la frontière entre le jeu et la réalité, un peu comme dans le film très connu The Game. Ce n'est pas comme dans un jeu de société ou un jeu vidéo qui pourrait nous maintenir captifs à l'intérieur de son univers. En jouant au Shabbat, on se met inévitablement à regarder différemment le monde qui nous entoure. À une échelle différente, c'est exactement ce qui se passe avec le petit jeu d'enfant qu'on joue dans la rue en imaginant que le bitume est fait de lave et qu'il faut l'éviter à tout prix. Le sol n'est évidemment pas fait de lave, pourtant, dès qu'on accepte cette règle, notre environnement se met à prendre un autre visage. Les passages piétons et les bouches d'égout deviennent des alliés et la traversée d'une rue devient clairement un niveau à réussir. Avant, pendant et après le jeu, le monde n'a pas changé. Mais les règles qui influencent nos interactions avec lui ont transformé notre façon d'habiter ce monde. Notre regard sur lui a changé. Si tu mets le pied sur le bitume dans le jeu de la lave ou si tu allumes un interrupteur sans faire exprès pendant le Shabbat, tu ne vas pas être foudroyé sur place et ta vie ne va pas s'effondrer. Mais tout l'intérêt du jeu est justement d'y jouer sérieusement. Et ça se comprend, parce qu'un jeu où on peut modifier les règles dès qu'elles deviennent contraignantes perd tout son intérêt. Si aux échecs, par exemple, à chaque coup tu décides de changer la règle du déplacement des pièces, on va vite s'emmerder. Tu comprends maintenant pourquoi je vois dans le Shabbat une dimension ludique, même si elle n'est peut-être pas perçue comme telle par ceux qui la pratiquent.
C'est ce détour par le prisme du jeu qui permet d'accéder à ce niveau de lecture. Et de la même manière que je peux admirer un maître d'aïkido ou un musicien talentueux sans partager leurs pratiques ni leurs croyances, je peux admirer la beauté d'une tradition religieuse, la discipline qu'elle demande et ce qu'elle révèle de ceux qui la vivent. C'est pour ça au fond que le Shabbat me fait penser à une forme de poésie du quotidien. Pourquoi un poète s'imposerait des alexandrins, des rimes ou un nombre précis de vers alors qu'il pourrait juste mettre des mots comme ça, comme il parle? Eh bien parce qu'une contrainte, lorsqu'elle est librement acceptée, ce qui est essentiel, n'empêche pas la création. Elle lui donne au contraire une forme. Pendant environ 25 heures, les règles du Shabbat vont déplacer notre attention. Exactement comme un poète utilise des contraintes de langage pour provoquer en nous des façons de voir, des façons de ressentir. Le Shabbat utilise des contraintes de ce qui s'apparente pour moi à un jeu, pour nous inviter à habiter autrement notre quotidien. Après avoir été joué semaine après semaine, génération après génération, le jeu finit par produire une culture. Si je décide seul de porter des chaussettes rouges tous les mardis, je me crée juste une contrainte arbitraire. Ce serait la règle d'un jeu auquel j'aurais envie de jouer. Mais si des millions de personnes en viennent à suivre ce même rituel, pendant des siècles, les chaussettes rouges du mardi deviennent une tradition. En fait, le partage des mêmes règles au sein d'une communauté produit des habitudes, des références et une mémoire commune. Et c'est cette tradition que l'on retrouve dans de nombreuses religions qui constitue un terrain d'observation passionnant pour comprendre comment des règles peuvent traverser les siècles et façonner durablement une manière collective de vivre ensemble. Alors bien sûr, nos sociétés laïques vivent-elles aussi à l'intérieur d'immenses systèmes de règles, le droit, les institutions, les procédures, les usages, mais ces règles organisent avant tout le fonctionnement de la société et n'ont pas du tout la même longévité. Elles produisent rarement, semaine après semaine, une expérience commune désirable qui renforcerait la communauté. Faire sa déclaration d'impôt n'est pas exactement ce que j'appellerais une poésie du quotidien. Et pourtant, rien n'interdit d'imaginer que ce soit possible. Imaginons par exemple qu'un pays choisisse de consacrer un jour par semaine à vivre autrement. Pendant cette journée, pas de voiture, pas d'avion, pas de viande rouge et pas d'achat issu de ressources fossiles. À côté des 39 règles du Shabbat, ce serait plutôt un jeu facile. Au départ, cette règle serait sans doute vécue comme une contrainte imposée, mais c'est le cas de toutes les nouvelles règles. Et puis certains s'y habitueraient. Les enfants grandiraient avec, des souvenirs seraient attachés, une tradition s'installerait dans le temps, et peut-être une culture finirait par naître. Le jeu du Shabbat appartient à une tradition religieuse en particulier, mais il nous montre quelque chose de beaucoup plus universel. Comment un ensemble de règles, lorsqu'il est partagé, transmis et rejoué pendant des générations, peut produire une manière commune d'habiter le monde. Notre amour de la liberté et surtout à notre époque où l'individualisme est la norme nous fait parfois oublier qu'une liberté partagée présuppose aussi des contraintes partagées. La privation volontaire ou progressivement acceptée de certaines libertés peut être aussi une manière de construire quelque chose de plus grand que soi. Alors est-ce que notre société, en dehors de toute religion, est capable d'inventer des jeux auxquels nous avons vraiment envie de jouer ensemble? À part le foot et le skyjo, je te laisse me le dire en commentaire. En attendant, n'oublie pas de t'abonner ou de partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Il ne me reste plus qu'à te dire les Chaim.